Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de cinéma, notre équipe est aux quatre coins de l'univers, mais je voulais vous parler d'un film que Louis nous avait invité à voir qui s'appelle À bras ouverts. Et je suis allée le voir, j'ai beaucoup ri. Et c'est un film qui est absolument symptomatique de l'attitude de la critique médiatique. Libération a dit que ce film était abject. Donc, quand Libération fait ce genre de jugement, je me précipite pour voir le film parce que je veux comprendre. Eh bien, ça n'a pas raté. C'est le même réalisateur, Philippe de Chauvron, du film « Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu ?» Et je vous rappelle l'histoire, c'était une famille de bourgeois catholiques qui ont 4 filles, et les 4 filles épousent qui un juif, qui un musulman, qui un noir sans religion précise. Enfin bref, aucun catholique au déjeuner à midi, le dimanche. Et alors là, la critique a été magnifique, et il y a eu 1 million d'entrées. Là, ce ne sont plus des bourgeois catholiques, plus ou moins de droite. Là, ce sont des bourgeois de gauche, ce qu'on appelle des bobos. Et les bobos sont salement caricaturés. La bourgeoise fait de la création contemporaine dans son jardin. Ce sont des gens immensément friqués. Et lui se pique d'écrire des livres. Et il a écrit un livre sur l'accueil de l'autre, puisque c'est un intellectuel de gauche. Et donc le film commence par un débat entre l'intellectuel de gauche, qui pourrait être BHL, et un intellectuel de droite, voire d'extrême droite, comme cette presse dit, qui pourrait être Philippot. Donc, les caricatures sont étonnantes. Et ce bourgeois doit accueillir, est forcé d'accueillir une famille de Roms qui débarque dans le jardin avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc on rit quand même beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que les gens s'interdisent de rire. Il faut les regarder en souriant pour qu'ils acceptent de rire, tellement on est, et c'est ce que disait Louis, comment on nous interdit de rire sur certains sujets. Et il y a eu cette phrase que je cite, « Le film, dit la critique, n'assume pas sa détestation grinçante de la différence ». Ce qui est assez culotté, parce que le film assume tout à fait la différence, mais c'est eux qui détestent cette différence, c'est eux qui ne voient pas que les gens sont différents et que de cette différence, il naît évidemment quelques difficultés à vivre ensemble. Donc allez voir ce film. Je vous signale que Clavier avait déjà énervé la même critique avec Les Visiteurs 2, qui était quand même une histoire révisée de cette période exquise, comme chacun le sait, de la Révolution. Et j'avais pris un certain plaisir aussi à le voir. Donc allez voir À bras ouverts, vous passerez un moment très drôle. Et en ces périodes de discours électoraux assez lourds, cela vous allège l'âme. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous vous invitons à un concert à Orange le 6 mai, samedi 6 mai, en soirée, 20h30. Et pour évoquer ce concert, j'ai une invitée de marque que vous connaissez, Angélique Lachaume. Bonjour Angélique. Bonjour Anne. Alors, vous ne chantez pas dans ce chœur, mais vous êtes liée à un soliste, oui, qui est votre petit frère. Mon talentueux petit frère. Voilà, donc le directeur de ce chœur, l'abbé Perron ne pouvant être des nôtres, non, nous avons pensé vous inviter parce que vous connaissez bien ce chœur. Alors, il s'appelle Les Petits Chanteurs de Saint-Joseph.
Les Petits Chanteurs de Saint-Joseph, puisqu'ils font partie d'une école qui porte le même nom. Oui. Donc, en soi, la chorale a toujours existé à l'école. C'est une école du sud de la France, voilà, près de Carcassonne. Près de Carcassonne. Donc, la chorale en soi a toujours existé, puisque c'est une école catholique. Donc, la messe est chantée une fois par semaine, donc il a toujours fallu une chorale. Mais c'est vrai que ces 3 dernières années, 3 ans et demi, pour être précise, la chorale a pris un tout nouvel essor. Ils sont passés d'une vingtaine à une soixantaine, quand même, qui vont à peu près des plus jeunes âges jusqu'à la terminale. Sous l'instigation de nouveau directeur. Voilà, c'est pas le directeur de l'école, c'est le directeur des chœurs, monsieur l'abbé Perron. Qui n'est pas tout seul d'ailleurs pour diriger cette chorale. Il y a aussi monsieur Thomas, qui est professeur aussi dans cette école, et aidé par un frère qui est aussi dans cette école, le frère Jean-François, qui est aussi un ancien élève de l'école d'ailleurs. Quand on passe par une aussi bonne école, on y revient après. Et donc, voilà, le projet a été lancé en fait au début pour financer la construction d'une nouvelle église qui devenait trop petite pour le nombre d'élèves qui s'accroissait d'année en année. Et donc ils ont commencé donc à faire des concerts à droite à gauche dans différentes églises pour récolter des fonds. C'est vraiment à votre bon cœur, vous voyez. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Je crois que c'est le 1er avril dernier, mois d'avril dernier, l'église Saint-Nazaire, je crois, de Carcassonne, de la cité médiévale de Carcassonne, les a accueillis pour un concert. Il y a eu plus de 500 personnes, ça a été une merveille. Il y a eu énormément d'autres concerts dans pas mal de coins en France. Ils ont fait l'été dernier une petite tournée pendant une semaine en France, ce qui est un peu l'aventure aussi pour les jeunes garçons qui font partie de la chorale, parce qu'ils partent une semaine entre copains pour aller chanter et récolter des fonds pour l'école. C'est assez fantastique. Et donc là, c'est pas un aboutissement parce qu'ils s'arrêteront pas là. Non. Mais là, le concert au Théâtre Antique d'Orange, c'est une occasion rêvée. Ils sont tous très excités, je peux vous le dire. Oui, parce que c'est tout d'un coup accéder à un fantastique lieu. Parce que le Théâtre d'Orange, la semaine dernière, j'en l'évoquais puisque nous avons évoqué le très grand livre de Jacqueline d'Auxois sur Roberto Alagna, qui a joué Othello à Orange et qui dit que le théâtre d'Orange est absolument magique pour le son. Voilà, pour le son, pour le cadre, pour le côté historique. C'est Louis XIV, je crois, qui disait que c'était la plus belle muraille de son royaume. Ouais. Donc c'est une occasion assez fantastique. Ça leur demande énormément de répétitions, mais on n'imagine pas à quel point ils sont enthousiastes. Surtout le programme est absolument inouï. Oui. Des tas de choses que j'ignore complètement. Le premier, Pedro de Cristo, qui est né en 1540 au Magnum Mysterium. Antonio Lotti, 1667, là c'est un miseré. Palestrina, plus connu, en 1525. Sicut Servus. Cette pièce est magnifique, je l'aime particulièrement. Ah oui, vous la connaissez. Et Vittoria, une autre interprétation de O Magnum Mysterium. Haydn, une petite messe d'orgue, et aussi Mondonville, ça c'est plus connu. Et puis, bien sûr, l'Alléluia de Handel. Qu'ils exécutent à la perfection. C'est une pièce difficile à chanter. Oui. Et ils l'exécutent à la perfection. C'est fantastique. Et puis, un Ave Maria de Mendelssohn. Oui. Et puis, 2 pièces que j'aime particulièrement, qui sont le Cantique de Jean Racine de Fauré. Ah, oui. Vous l'avez chanté ? Je ne l'ai pas chanté, mais je les ai déjà entendus le chanter. Oui. Et c'est assez fantastique, d'autant que là, pour le concert qu'ils font à Orange, ils seront accompagnés d'élèves du Conservatoire de Carcassonne, un petit orchestre, enfin un très bel orchestre. Oui. Donc ça rend 100 fois mieux, ça stimule les enfants pour chanter davantage. Oui. Et c'est une des pièces qui est les plus belles du répertoire, je pense, le Cantique de Jean Racine.
Et puis, on va maintenant entendre cette petite vidéo que m'a envoyée l'abbé Perron, qui rend bien compte, je trouve, de l'atmosphère et du travail. Ils ont pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, je crois. Qu'ils font, donc nous allons l'écouter. Alors, nous avons entendu et regardé cette belle vidéo et maintenant, on va vous proposer de découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, cette pièce de César Franck qui s'appelle Dextera Domini, c'est-à-dire à la droite du Père. Et je crois que vous la connaissez bien. Oui, je la connais aussi, puisque j'ai été élève chez les dominicaines enseignantes de Fangeau, qui ont une chorale magnifique aussi, de voix de femme, du coup. Et nous l'avons chantée, et j'en ai gardé un excellent souvenir. Et le jour où mon petit frère est rentré à la maison en me disant « On apprend un nouveau morceau pour la chorale, le Dextera Domini », j'étais ravie. Non, alors là aussi, nous allons offrir aux téléspectateurs un avant-goût de ce Dextera qui est un chœur avec des reprises et des... c'est tout à fait... C'est fantastique, surtout que c'est une pièce dans laquelle je trouve il n'y a pas que l'air des sopranes qui est mise à l'honneur, on entend vraiment toutes les parties. Et pour une fois, je trouve que la voix des basses ressort mieux que dans certaines pièces. Par exemple, chez Vittoria et Palestrina, qui sont aussi dans le programme, les voix de ténor et basse sont souvent plus des accompagnements que des voix à part entière, à mon goût. Peut-être qu'on n'est pas tous d'accord, mais... Oui. Et je trouve que dans le Dextera Domini, au contraire, les voix de basse sont très mises en valeur et c'est très, très joli. Et si je vous dis que j'entends Bach dans ce morceau avec... Ah, ça m'étonne pas du tout. Avec ses entrées, ses reprises, ses accroissements. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Il y a un petit peu de Bach dedans. Il y a un petit peu de Bach dedans, n'est-ce pas? Que peut-on dire encore, chère Angélique Lachaume, de ce beau concert donc qu'il faut y aller à Orange le samedi 6 mai. Donc c'est le week-end du deuxième tour des élections, donc il faut absolument se distraire au sens vrai du terme. C'est ça, prendre goût à des belles choses. Et s'offrir un instant de beauté. C'est ça.
Et donc Orange, 20h30, la chorale des petits chanteurs de Saint-Joseph. Accompagné par des élèves du conservatoire de Carcassonne. De Carcassonne, ça c'est fantastique. Bien, écoutez, merci beaucoup Angélique. J'espère que vous revenez bientôt pour nous présenter des livres, parce que d'habitude vous êtes une habituée de la chronique livre. C'est vrai. Donc nous vous attendons quand vous voulez. Et nous souhaitons un très bon concert à tous les habitants d'Orange et de sa région. Et puis si vous êtes parisien ou si vous êtes lillois, vous faites passer la nouvelle et vous téléphonez à tous ceux qui habitent la région d'Orange. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique. Au revoir Angélique. Au revoir Anne. Au revoir. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique qui met en valeur notre patrimoine, j'ai invité Martin Boyer. Bonjour. Bonjour Martin Boyer. Pour un très beau livre qui s'appelle L'Appel du Large, histoire d'une famille française ou 5 siècles d'aventures maritimes. Et sur la couverture de ce très très joli livre, c'est un extrait d'un tableau de Lucien Simon. Lucien Simon, que nous connaissons grâce à vous, Martin Boyer, puisque vous êtes venu présenter cette association d'amis de Lucien Simon, qui est aussi votre arrière-grand-père, et qui est ce peintre merveilleux qui a vécu en Bretagne et à Paris, et qui a laissé une œuvre vraiment très, très, très attachante et très belle. Alors, cet appel du large, vous l'avez vous-même éprouvé, Martin Boyer, puisque à 14 ans, vous traversez l'Atlantique, et c'est une histoire étonnante déjà. Oui. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'à 14 ans, vous êtes sur un paquebot? J'ai eu la chance... En 1960. Voilà. J'ai eu la chance de gagner une bourse offerte par l'association des Quakers. Vous, ce n'est pas les young leaders, non, pas du tout. Ce sont les Quakers. J'étais le premier surpris de gagner cette bourse et qui m'a envoyé passer 1 an aux États-Unis. Dans une famille Quaker? Dans une école Quaker. Dans une école Quaker, Et j'ai changé 4 fois de famille d'accueil, mais c'était une école très particulière. Et je me souviens qu'en mettant le pied sur le Pier 88 du port de New York, je m'étais dit, c'est quand même pas mal, à 14 ans, d'être le premier de ma famille à poser le pied, à traverser les océans et à découvrir l'Amérique. Et là, patatras, vous faites des recherches et vous vous rendez compte que vous n'êtes que le combienième, vous avez calculé? Plus de 40. Plus de 40, et vous suivez les traces en fait de vos ancêtres. En fait, c'est arrivé beaucoup plus tard, quand j'ai eu un peu plus de temps pour prendre du recul. Et je me suis dit, est-ce que j'étais bien le premier de ma famille? Et non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et alors, j'ai commencé à faire des recherches. Et comme dans ma famille, on ne jette jamais rien, et que vous avez de grandes maisons à la campagne et en Bretagne. Et que la famille a su conserver. Et que vous ne déménagez pas non plus, parce que c'est une histoire de voyageurs, mais les deux maisons qui sont les 2 maisons de famille depuis combien de générations? Oh, beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pas plus. Et donc il y a les malles avec les étiquettes des transports en paquebot, ce qui est parce fabuleux. Que ces grands voyageurs familiaux partent, mais ils reviennent. Et bien sûr. Tous les marins savent que... Ils ne vont pas s'établir en Australie. Et après, heureux qui comme Ulysse, après leur randonnée, leurs aventures, ils reviennent au bercail avec tous ces souvenirs que j'ai pu petit à petit retrouver en tirant sur les fils. En tirant sur les fils. Alors, vous remontez très très loin. Le premier. Eh bien, j'ai remonté presque 5 siècles. 5 siècles, oui. Et alors le premier,
c'est une famille qui s'appelait Desvergers de Sannois, oui, et qui fut l'une des familles pionnières à s'installer aux Antilles. Et ils ont abordé une île qui s'appelle Saint-Christophe et qui n'existe plus. Elle a été enfouie dans les eaux? Non, mais après un labeur d'une vingtaine d'années pour mettre en valeur, eh bien, les Anglais sont arrivés. Comme toujours, ramassent la mise. On mit à la porte ces pionniers qui venaient de l'Île-de-France et ont pris leur place. Et donc, ces familles sont parties en Martinique et ont recommencé. Ils ont recommencé. Et là, par sécurité, ils ont demandé une sorte de protectorat au gouvernement français. Ce n'était pas encore une colonie et encore moins un département. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toutes sortes de... Alors, donc, il y a ces pionniers, j'ai envie de dire, ces énergies gigantesques qui mettent en valeur une terre. Mais il y a aussi, bien sûr, les officiers de marine, les officiers tout court, les gens de l'armée, il y a les missionnaires, et il y a même les saints. Oui, oui. Vous avez des saints dans votre famille? Dans cette kyrielle d'aventuriers, oui, il y avait ceux qui sont partis sur l'ordre de leurs supérieurs, notamment un capitaine de vaisseau qui s'appelait Jean-Baptiste de Turpin, oui, d'une vieille famille du Poitou, oui, et qui est parti avec l'amiral d'Estaing d'abord, puis l'amiral de la Motte-Piquet, l'amiral de Guichen et enfin l'amiral de Grasse, participer aux batailles navales contre les Anglais sur les instructions de roi Louis XVI, oui, pour aller aider les insurgents et Washington à obtenir leur indépendance. Et vous rappelez que c'est une des plus belles batailles que la France ait gagnées. Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, oui. Et c'est assez ironique de voir que les Français ont coupé le cou du seul roi qui a gagné une guerre contre l'Angleterre. L'histoire est pleine d'ironie. Mmh. Ce saint, c'est Jean-Charles Cornet, qui est mort au Tonkin. Alors, c'est un autre de ces grands voyageurs, oui, de la famille maternelle, cette fois-ci, oui, qui est parti avec les missions étrangères de Paris pour le Vietnam et qui, effectivement, après plusieurs années d'apostolat, d'apprentissage des langues, de service aux populations d'indigènes locales, a été fait prisonnier, condamné à mort, condamné à être coupé en morceaux. Oui. Et il a été donc d'abord béatifié puis canonisé. Mmh. Et son histoire est racontée dans la salle des martyrs des missions étrangères de Paris, rue du Bac, à Paris. Dieu merci, on l'a décapité avant de le couper en morceaux. Oui, c'était pas prévu, mais le bourreau a dû vouloir... Il était tellement apprécié de la population locale. Il était très jeune en plus. Oui. 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 Vous avez vu le film Silence? Non, pas encore. Il faut aller le voir. Alors, c'est... Mais il n'était pas le seul religieux à partir. Non. Avant lui, 2 siècles avant lui, oui, en 1660, François Palu, oui, un autre Tourangeau, oui, est parti pour évangéliser la Chine du Sud. Oui. Et alors, il lui est arrivé des aventures incroyables. D'abord, il s'est formé à Saint-Sulpice, au séminaire, et puis après plusieurs années d'apprentissage, il est parti pour la Chine, à pied. En fait, il a pris un bateau pour traverser certaines mers, mais il a fait plus de la moitié du trajet à pied. Et il a mis 2 ans à parvenir à mi-chemin, dans la ville d'Ayutthaya, qui était la capitale du roi de Siam. Et là, il ne pouvait plus aller plus loin, personne ne voulait l'emmener jusqu'en Chine. Donc il s'est installé là, il a créé une école, et au bout d'1 an, il est revenu chercher des subsides, de l'aide, pour repartir vers la Chine, qui était sa cible. Et il a mis de nouveau 2 ans pour revenir. Là,
il a trouvé des soutiens financiers, religieux, et il a été reçu à Rome par le pape et à Versailles par Colbert et par Louis XIV. Et il est reparti en bateau. Colbert venait de créer la Compagnie des Indes et le port de l'Orient, L' Orient. Et, ah oui, bravo, j'avais jamais pensé. Mais oui, c'est l'origine du port. Bien sûr. Du nom du port. L'. Orient. Et, on apprend toujours quelque chose en écoutant Martin Boyer. Et donc ils sont partis, cette fois-ci ils étaient une douzaine, pensant qu'en bateau, ça irait mieux. Ce serait plus facile, plus rapide. Mais il n'y avait pas de canal de Suez. Non, ils ont fait le tour par le cap de Bonne-Espérance. Et le scorbut a touché l'équipage. Et ils sont partis à 100, 110 et ils sont arrivés à 70. Le scorbut avait tué. Il faut dire que les voyages sont assez extraordinaires. Des membres de votre famille étaient sur les radeaux de la Méduse. Alors, c'est une famille, oui, c'est le mari de ma sœur Agnès, qui donc est de cette famille. Et de cette famille qui a échoué au nord du Sénégal. Qui partait pour le Pacifique et dont le voyage a été écourté par ce naufrage. Et elle laissait un souvenir, un journal de bord. Mais vous savez que ce journal a été édité, parce que j'ai lu l'histoire de leur marche sur la Terre. C'est ça. Je l'ai lu. Et puis alors, il y a cette histoire étonnante aussi de ce bateau qui devait faire escale au Cap, mais comme le Cap était noyé dans la brume, l'escale a été manquée. C'est justement François Palu, qui n'était pas encore Monseigneur, et qui, lors de ce deuxième voyage au départ de l'Orient, ils sont partis à deux bateaux, et aucun des deux n'a touché terre au Cap. Il y en a un qui est parti à Bahia do Brésil, où il a fait escale, et l'autre qui est passé au large du Cap sans le voir. Et ils se sont retrouvés à ce qui est maintenant l'île Maurice. Et puis alors rapprochons-nous de notre époque. Alors il y a cette fameuse Geneviève Tabouy, qui est cette grande journaliste, qui a dû fuir la France. Oui, c'était ma grande-tante, la sœur de mon grand-père. Et c'est l'une des premières que j'ai retrouvées dans mes recherches d'archives familiales. C'était une journaliste de politique étrangère. Et Hitler devait penser qu'elle se mêlait de ce qu'il ne regardait pas, parce qu'il l'avait même condamnée dans un de ses discours en 1939, en disant: quand j'écris un discours, je regarde sous la table pour voir si Frau Tabouy n'y est pas cachée, car j'ai l'impression qu'elle sait avant moi ce que je vais dire. Alors, elle avait des émissions qu'elle commençait en disant « Attendez-vous à savoir… » Attendez-vous à savoir que… Et son émission s'appelait « Les dernières nouvelles de demain ». Les dernières nouvelles de demain, et qu'elle a continué après la guerre. Oui. Et alors, quand les Allemands sont arrivés en 1940, elle était ciblée pour être l'une des premières personnalités à être arrêtée. Donc elle est partie. Elle est partie, abandonnant sa famille, elle est partie en une demi-heure. Et elle s'est retrouvée en Angleterre. Et là, elle était naturellement tout à fait dans l'esprit de la résistance à l'Allemagne. En Angleterre, elle est allée voir De Gaulle. Elles ne s'entendent pas très bien. L'entrevue s'est très mal passée. Et du coup, Churchill lui a recommandé d'aller en Amérique pour réveiller un peu l'opinion publique isolationniste et neutraliste qui prévalait à Washington. Donc, elle aussi a pris le bateau, et c'est pour ça qu'elle fait partie de ces grands voyageurs. Elle lie beaucoup amitié avec Eleanor Roosevelt. Oui, avec la femme. Elle ne s'est pas rendue compte que Eleanor Roosevelt était un peu rouge? Eh bien, Geneviève Tabouy elle-même était au moins rose. Ah oui, c'est ça. Donc, elle s'entendait très bien. Voilà. Mais vous avez dit ce que je voulais savoir. Elle a eu le mérite de créer un journal en français qui paraissait tous les jours aux États-Unis, qui s'appelait Pour la Victoire, et avec son soutien majeur qui était Henri de Kérillis, qui lui-même n'était pas spécialement de gauche. Qui n'était pas très rouge, non. Voilà. Donc, l'union contre l'occupant. Alors,
avançons encore dans le temps, puisque dans votre famille, vous travaillez carrément dans ces magnifiques entreprises qui travaillent sur les paquebots et avec les paquebots. Votre grand-père? Oui, alors ça remonte à très loin, parce que j'ai découvert que la famille était déjà une famille d'armateurs à Marseille avant la Révolution. C'est ça. Oui. Une société qui s'appelait Boyer et Amis. Oui. Amis avec un Y, dont j'ai retrouvé trace, naturellement, d'une croisière d'un bateau qui est parti de Marseille pour les Antilles en juillet 1790. Et j'ai retrouvé les instructions que la direction de la société envoyait au capitaine et aux représentants à Fort-Royal pour lui expliquer comment il devait vendre ses marchandises. Donc c'est très intéressant sur le plan de... On voit l'esprit d'entreprise. C'est un immense esprit d'entreprise, puis on voit tous les calculs. Les denrées périssables doivent naviguer vite, et les autres, elles peuvent utiliser encore la navigation à voile, parce que ce n'est pas... il n'y avait pas de choix. Non, mais plus tard, quand les compagnies de paquebots s'organisent, il y a une différence entre la qualité des denrées à transporter. La famille s'est occupée de navigation au commerce depuis 200 ans, puisque et mon grand-père et mon père ont dirigé le groupe, la compagnie maritime des chargeurs réunis. Et puis les croisières paquets. Plus récemment, ils avaient remis au goût du jour, transformé l'activité paquebot navire de ligne en activité croisière. Et notamment les croisières à thème, comme la croisière musicale et la croisière théâtrale, qui ont eu beaucoup de succès. Oui, ça c'est un vieux rêve. Alors, puis vous montrez comment est cette vie sur les paquebots, avec notamment ce journal qui paraît tous les matins. Ah oui, à bord des paquebots. À bord des paquebots. Il y a eu une innovation technique avec l'apparition de la radio. La TSF. Oui. Alors, sur ces grands paquebots des années 20 et 30, on préparait à l'avance des articles de fond, des journaux à distribuer aux passagers, et on complétait avec les nouvelles que l'on recevait par radio sur l'actualité. Et puis quelquefois des portraits des personnalités qui étaient à bord. Voilà, tout à fait. Et dont Lucien Simon, qui a été invité plusieurs fois aux États-Unis, a participé à des grandes expositions du Carnegie Art Institute à Pittsburgh, et à l'issue desquelles tous ces tableaux étaient vendus, achetés par des musées et des grands collectionneurs privés américains, où on les retrouve aujourd'hui. On les retrouve aujourd'hui, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est cette succession de petits portraits qui font rêver, parce qu'on traverse le monde, les personnalités sont extrêmement brillantes, attachantes. Vous parlez de personnages qui auraient fui la France, mais je ne les ai pas trouvés. Il y a un personnage qui s'est pas bien comporté. Ah oui. Il y en a quand même un. Oui. C'est un personnage qui s'appelait Médéric Rolls de Gourcelas de Laubière. Et avec ce très joli nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait beaucoup de dettes. Il était en prison pour dettes. Ouais. Et il a connu une demi-douzaine de prisons différentes. Et Françoise Chandernagor, dans son livre L'allée du roi, qui raconte l'enfance de Madame de Maintenon, raconte que le père de la future Madame de Maintenon, M. d'Aubigné, était un peu dans la même situation. Et tous ces larrons se sont retrouvés et ont décidé de partir aux Antilles, se refaire une santé, créer une habitation, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une plantation. Et donc ces associés ont pris un bateau à La Rochelle, un bateau qui s'appelait l'Isabelle de la Tremblade, en 1646, et sont partis en Martinique. Et alors là,
ils ont créé une entreprise. Et au bout d'un an, Monsieur d'Aubigné a pensé que ça se calmait un petit peu. Il est reparti en métropole, laissant sa famille, dont sa petite fille, qui avait une douzaine d'années, sous la garde de Médéric Rolls de Gourcelas, qui a donc pendant 18 mois été une sorte de tuteur pour la future marquise de Maintenon. Et dans ses mémoires, cette future épouse morganatique du roi de France raconte que ces 3 années aux Antilles, à l'âge d'une douzaine d'années, entre 9 et 12 ans, furent les plus agréables, les plus plaisantes de toute son existence. De toute sa vie, oui. Alors, vous avez une très jolie conclusion pour dire... Avant cette conclusion, je voudrais dire que vous avez aussi beaucoup navigué, et là c'est tout à fait récent, nous sommes dans ces 30 dernières années, et que dans votre famille on navigue beaucoup, et notamment votre frère Jérôme qui a parcouru les océans sur de très beaux bateaux, des bateaux à voile, et ce beau bateau Timia, auquel vous avez consacré déjà un joli petit ouvrage qui est publié chez Terra Mare. Absolument. Et déjà quelqu'un de la famille, Grégoire Boucher. Tout à fait. Alors ce bateau, oui, nous sommes tombés dedans tout petit, dans cette potion magique qui est un concentré de Bretagne, de mer, de bateaux à voile. Donc personne n'y résiste et la famille produit de nombreux marins. De nombreux marins. Alors voilà ce que vous dites très joliment sur la famille. Chaque maillon de notre chaîne familiale compte autant naturellement. Tout le monde a des ancêtres. Nous avons la chance d'avoir aussi des souvenirs. Sensibles à l'appel du large, nous sommes aussi des enracinés, des ancrés. Héritiers d'une histoire familiale, nous savons d'où nous venons. Connaissons donc nos anciens, honorons-les et soyons fiers d'eux. À nous de nous en montrer dignes en écrivant à notre tour sur la mer, sur la terre et dans le ciel l'histoire de nos propres traversées. Je trouve que c'est très joli et ça devrait être une invitation pour chaque famille de faire ce travail que vous avez fait, de ressusciter ces destins de nos ancêtres, parce que je crois que c'est de cela que nous mourrons, c'est de ne plus savoir qui étaient nos ancêtres. C'est un peu pour transmettre ce flambeau que j'ai fait ce petit livre. Et ça a marché, vos enfants ont marché. Eh bien, oui, apparemment. J'en suis très content. Et vous écrivez aussi, vous rappelez la jolie phrase de Platon, il y a les vivants et les morts et ceux qui prennent la mer. Il se trouve que là, vous avez réuni les 3 catégories dans le même livre. Je rappelle aux téléspectateurs que ce très joli livre, L'appel du large, qui est très bien illustré, ça a dû être dur de choisir des illustrations. Ce qui était dur, c'est d'en éliminer. D'en éliminer, oui, bien sûr. Parce qu'il y a une quarantaine de petits chapitres. Chacun, j'ai assez pour faire un volume sur chacun. La difficulté était de synthétiser, de résumer ça. Bien sûr, oui. C'est une très grande promenade dans le passé auprès de très fortes personnalités. L'appel du large, histoire d'une famille française où 5 siècles d'aventures maritimes. C'est donc rédigé par Martin Boyer, auto-édité, et les fonds recueillis par la vente de ce livre serviront à l'association des amis de Lucien Simon qui s'attache à faire connaître cette très belle œuvre de ce peintre. Il y a une exposition en ce moment même à Pont-Aven qui vient d'ouvrir, qui va durer tout l'été, qui s'appelle La modernité en Bretagne, de Claude Monet à Lucien Simon. Donc je vous encourage à aller voir cette exposition qui est passionnante. C'était la parfaite conclusion pour cette émission. Merci beaucoup Martin Boyer. Merci Anne. À très vite chers amis de TV Liberté.